Par un froid matin de février 2015, Luca Moreau se réveilla dans son modeste studio, situé dans le quartier de Bad Cannstatt à Stuttgart. Cet homme de 34 ans travaillait depuis près de 10 ans comme infirmier dans un hôpital municipal. Les quarts de nuit avaient fait des ravages. Son rythme de sommeil était perturbé, ses contacts sociaux réduits au strict minimum. Luca était une personne silencieuse, quelqu'un qui préférait écouter plutôt que parler, se sentant souvent mal à l'aise en présence des autres. Ses collègues à l'hôpital appréciaient sa fiabilité et son empathie envers les patients. Il possédait un don naturel pour apaiser les gens, pour comprendre leurs angoisses. Pourtant, cette empathie qu'il accordait si généreusement aux autres, il était incapable de se la donner à lui-même. Luca luttait depuis son adolescence contre des troubles anxieux et des épisodes dépressifs récurrents. Le travail à l'hôpital l'aidait à maintenir une structure, mais dès qu'il rentrait chez lui, le vide le submergeait. Sa dernière tentative de relation remontait à 3 ans. Elle l'avait quitté, lui reprochant d'être émotionnellement indisponible. Depuis, Luca s'était retiré. Il évitait les rendez-vous, déclinait les invitations, passait ses jours de congé seul dans son appartement. Les murs de son petit logement connaissaient sa solitude mieux que quiconque. La nuit, lorsque la ville dormait, Luca s'asseyait souvent à la fenêtre, observant les rues désertes, se demandant si sa vie resterait toujours ainsi. Sa famille vivait en France. Le contact était sporadique, superficiel. Sa mère appelait occasionnellement, posant des questions obligées sur son travail, sa santé. Luca ne parlait jamais de son désespoir intérieur. Il ne voulait pas accabler qui que ce soit. Cette attitude, cette incapacité à demander de l'aide, allait jouer un rôle crucial plus tard. À l'automne 2014, Luca commença à utiliser Internet différemment. Ce qui avait commencé comme une distraction inoffensive, lire des articles, regarder des vidéos, se transforma en une quête de quelque chose de plus profond. Il tomba sur des forums consacrés au mode de vie alternatif, des sujets dont on n'avait jamais parlé dans son éducation conservatrice, des communautés BDSM, des discussions sur la dominance et la soumission, sur les dynamiques de pouvoir dans les relations. Luca était fasciné et en même temps effrayé. Ce monde semblait si éloigné de tout ce qu'il connaissait. Pourtant, ici, dans l'anonymat de ces espaces numériques, il se sentit compris pour la première fois depuis longtemps. Les gens sur ces forums parlaient ouvertement de leurs désirs, de leurs incertitudes, de leurs besoins. Il y avait des règles, des codes, un langage que Luca apprit. Il commença à comprendre que ses sentiments de toute une vie d'inadéquation, son désir de se confier à quelqu'un, de se laisser guider, n'étaient pas anormaux. Il y avait d'autres personnes comme lui. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et effrayante. Luca créa un profil anonyme. Son nom d'utilisateur était simple, discret. Il n'écrivait pas de longs messages, commentait rarement. Le plus souvent, il lisait, observait les interactions des autres. Pourtant, une nuit, après un quart particulièrement long et éprouvant à l'hôpital, il décida d'écrire un message. Il décrivit ses sentiments, sa solitude, son désir ardent de connexion. Les réponses arrivèrent plus vite que prévu. Certaines étaient superficielles, d'autres curieuses. Mais un message se démarqua. Il venait de quelqu'un portant le nom d'utilisateur Mistress Clara. Le message était court, mais précis. Elle écrivit qu'elle avait lu ces mots et qu'elle appréciait son honnêteté. Elle lui demanda s'il était prêt à parler de ses désirs, pas seulement superficiellement, mais vraiment. Luca hésita. Son premier instinct fut de ne pas répondre. Mais ensuite, après des heures de réflexion, il écrivit en retour. C'est ainsi que commença le contact entre Luca Moreau et la femme qui allait plus tard détruire sa vie. L'établissement du piège. Pendant les premières semaines, les conversations furent prudentes, tâtonnantes. Elle posait des questions sur son passé, son travail, ses rêves. Luca, d'ordinaire si réservé, se surprit à en raconter plus qu'il n'avait jamais raconté à personne. C'était rassurant. Elle ne le jugeait pas, elle écoutait, elle comprenait.
Après quelques semaines, elle suggéra de passer du forum à une plateforme de chat privé. Lucas accepta. Les conversations devinrent plus intenses, plus personnelles. Elle parla de ses expériences en tant que domina, de la responsabilité qu'impliquait ce rôle, de l'importance de la confiance et du consentement. Lucas se sentit compris, valorisé, pas seul pour la première fois depuis des années. Ils échangèrent des photos. Au début, des images inoffensives. C'était une femme attrayante d'une quarantaine d'années, soignée, avec un sourire confiant. Lucas envoya une photo de lui, incertain de sa réaction. Elle répondit par des compliments, disant qu'il avait des yeux doux, un air fiable. Ces mots signifiaient plus pour Lucas qu'elle ne le réalisait. Ou peut-être le réalisait-elle parfaitement, et c'est exactement pourquoi elle les disait. À peu près à la même époque, Clara Fontaine menait une vie qui, de l'extérieur, semblait discrète et ordonnée. Cette femme de 42 ans travaillait comme physiothérapeute dans un cabinet privé à Stuttgart. Elle était mariée à Julien Fontaine, un employé de banque qui travaillait dans une caisse d'épargne locale. Il n'avait pas d'enfant, un choix délibéré, comme Clara aimait le raconter. Leur vie était structurée, prévisible, enviable pour la plupart des gens. Clara et Julien vivaient dans une maison mitoyenne, bien entretenue, dans une banlieue tranquille. Ils avaient des amis, allaient à des dîners, prenaient des vacances en Italie et en Espagne. Julien était un homme solide, fiable, consciencieux, mais pas particulièrement excitant. Leur mariage était fonctionnel, mais sans passion. Ils s'étaient accommodés, vivaient côte à côte, sans être vraiment connectés. Mais Clara avait un secret que personne dans son entourage ne connaissait. Depuis des années, elle menait une double vie numérique. Ce qui avait commencé comme de la curiosité, explorer des salons de discussion, essayer des jeux de rôle, s'était transformé en obsession. Clara était fascinée par le pouvoir, par le contrôle sur les autres. Elle avait appris à reconnaître les faiblesses, à créer des dépendances psychologiques, à piéger quelqu'un lentement, méthodiquement, dans un réseau de manipulation et de peur. Dans les communautés BDSM, elle se présentait comme une domina expérimentée. Au fil des ans, elle avait rencontré plusieurs partenaires soumis en ligne. Certains de ces contacts étaient brefs, superficiels. D'autres duraient des mois. Clara savait exactement qui elle cherchait. Des hommes solitaires, qui recherchaient un guide, qui étaient prêts à s'abandonner. Elle préférait ceux qui présentaient des faiblesses psychologiques, dépression, troubles anxieux, faible estime de soi. Ces hommes étaient malléables, faciles à influencer, des victimes parfaites pour ses fantasmes. Les fantasmes de Clara étaient sombres. Elle ne rêvait pas seulement de domination ludique, mais de vraie douleur, de peur, de contrôle absolu. Elle avait des scénarios détaillés en tête, des choses qui allaient bien au-delà de ce qui était considéré comme sûr et consensuel dans la communauté BDSM. Pourtant, elle était assez intelligente pour garder ses pensées pour elle au début. Elle savait comment procéder lentement, comment établir la confiance avant de laisser tomber le masque. Julien Fontaine n'avait aucune idée de cette partie de la vie de sa femme. Il voyait une physiothérapeute à succès, une femme qui traitait ses patients avec professionnalisme et chaleur. Le soir, ils s'asseyaient ensemble devant la télévision, parlaient de choses banales, planifiaient leurs prochaines vacances. Julien ne remarquait pas les téléphones supplémentaires que Clara gardait cachés. Il ne posait pas de questions lorsqu'elle disait qu'elle devait suivre des formations continues le soir ou aller prendre un verre avec des collègues. Pourquoi le ferait-il ? Clara avait toujours été fiable, toujours là quand il avait besoin d'elle. L'idée qu'elle menait une vie complètement différente lui aurait semblé absurde. Clara menait ses relations numériques avec la même précision qu'elle gérait son cabinet de physiothérapie. Elle avait des téléphones séparés pour des identités séparées. Elle utilisait des programmes de chat cryptés, supprimait régulièrement les messages, ne laissait aucune trace numérique sur leur ordinateur commun. Elle était méthodique, prudente, expérimentée. Lorsqu'elle lut le message de Lucas Moreau sur le forum, elle reconnut immédiatement ce qu'elle avait devant elle. Un homme d'une trentaine d'années, seul, dépressif, en quête de connexion et de guide.
quelqu'un qui aspirait à l'acceptation, qui serait prêt à faire presque tout pour ne plus être seul. Parfait. Clara prit contact, non pas dans la précipitation, mais avec patience. Elle savait que les meilleures manipulations se construisent lentement, couche par couche, jusqu'à ce que la victime ne reconnaisse plus où la réalité s'arrête et où commence la tromperie. Les premières semaines furent un jeu prudent. Clara posait des questions, écoutait, faisait preuve d'empathie. Elle apprit à connaître Lucas, ses peurs, ses espoirs, ses blessures. Elle recueillait des informations, cataloguait ses faiblesses, planifiait ses prochaines étapes. Lucas, dans sa solitude et son désespoir, n'avait aucune idée qu'il était déjà tombé dans un piège. Il croyait avoir enfin trouvé quelqu'un qui le comprenait. En réalité, il avait trouvé quelqu'un qui savait exactement comment feindre la compréhension pour prendre le contrôle. La dynamique entre eux évolua rapidement. Ce qui avait commencé comme un échange sur le BDSM devint rapidement des conversations quotidiennes sur tout et n'importe quoi. Clara s'enquérait du travail de Lucas, de ses patients, de ses collègues. Elle montrait de l'intérêt pour des détails que personne d'autre ne remarquait. Lucas se sentait flatté, important. Il commença à attendre ses messages, à structurer sa journée autour de ses conversations. Clara remarqua cette dépendance et l'encouragea subtilement. Elle ne répondait pas toujours immédiatement, le laissant parfois attendre des heures, pour revenir ensuite avec un message chaleureux et excusant. Ce renforcement intermittent, un outil classique de la manipulation psychologique, ne fit que rendre Lucas plus avide de son attention. En quelques mois, Clara avait posé une laisse invisible autour de Lucas. Il ne le remarqua pas, mais sa vie commença à tourner autour d'elle. Ses pensées tournaient constamment autour d'elle, de son prochain message, de la possibilité de la rencontrer un jour. Clara avait semé les graines. Il ne lui restait plus qu'à attendre qu'elles germent. Et Lucas, seul et désespéré de connexion, était le terrain parfait pour son jeu sombre. Le premier contact physique. Au printemps 2015, Clara proposa de se rencontrer en personne. Le cœur de Lucas s'emballa en lisant le message. Pendant des mois, il n'avait communiqué que numériquement, et l'idée de se tenir face à elle le remplissait d'un mélange d'excitation et de peur panique. Clara avait fait la suggestion casuellement, presque anodine, mais Lucas sentit le poids de cette invitation. Elle proposa un café dans le centre-ville de Stuttgart, un lieu neutre, public, sûr. Lucas passa les jours précédant la rencontre dans un état de tension nerveuse. Il pensa plusieurs fois à annuler, mais ne trouva jamais le courage. La peur de décevoir Clara, de la perdre, était plus grande que sa peur de la rencontre elle-même. Le jour convenu, un samedi après-midi d'avril, Lucas se tint devant le café 20 minutes trop tôt. Il portait son meilleur jean, une chemise repassée, s'était rasé soigneusement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fixait son téléphone, attendant un message d'elle. Clara arriva à l'heure. Elle portait un manteau élégant mais discret, ses cheveux attachés en un chignon lâche. En s'approchant de lui, elle sourit chaleureusement, presque maternelle. Lucas se sentit immédiatement un peu plus détendu. Elle l'étreignit brièvement, un geste amical qui lui donna le sentiment d'être le bienvenu. Ils commandèrent du café et s'assirent à une table près de la fenêtre. Les premières minutes furent empreintes d'une nervosité polie. Clara mena la conversation habilement, posant des questions sur le travail de Lucas, son appartement, ses loisirs. Lucas, qui parlait souvent de manière hésitante et incertaine dans la vie réelle, se sentit étonnamment à l'aise. Clara avait la capacité de faire parler les gens, de leur faire sentir que leurs mots étaient précieux. Elle parla également d'elle, mais seulement superficiellement. Elle parla de son travail de physiothérapeute, des patients qu'elle traitait, des défis de la profession. Elle ne mentionna rien de son mariage. Lucas ne posa pas de questions non plus. Il était trop occupé à savourer l'instant, le fait que cette femme qui signifiait tant pour lui était réellement assise devant lui. La rencontre dura près de 3 heures. En se disant au revoir, Clara l'étreignit à nouveau, cette fois un peu plus longtemps. « Je suis contente que nous nous soyons rencontrés, » dit-elle doucement. « Tu es exactement comme je t'imaginais. Doux,
honnête, vulnérable. Ces mots flottaient dans la tête de Lucas alors qu'il rentrait chez lui. Doux, honnête, vulnérable. Il ne savait pas si c'était des compliments ou des constats. Mais cela n'avait pas d'importance. Clara l'avait vu, vraiment vu, et c'était plus que ce qu'il avait espéré. L'escalade et l'isolement. Dans les semaines qui suivirent, ils se rencontrèrent plus régulièrement. Au début, toujours dans des lieux publics. Café, parc, une fois dans un musée. Clara insista pour qu'il procède lentement, que la confiance prenne du temps. Lucas lui fut reconnaissant de cette patience. Il ne se sentait ni pressé ni dépassé. Mais à chaque rencontre, sa dépendance émotionnelle grandissait. Clara était devenue la personne la plus importante de sa vie. Il pensait constamment à elle, attendait ses messages, structurait son quotidien autour de sa disponibilité. Un soir, après une rencontre particulièrement longue dans un Biergarten tranquille en périphérie de la ville, Clara proposa d'aller chez elle. Pas chez elle, expliqua-t-elle, mais dans un lieu qu'elle utilisait parfois. Un petit appartement qu'elle avait loué pour ses rencontres privées. Le pouls de Lucas s'accéléra. Il savait ce que cela signifiait. C'était la transition de rencontre platonique à quelque chose d'intime, quelque chose qu'il désirait et redoutait à la fois. Clara remarqua sa nervosité et posa sa main sur la sienne de manière rassurante. « Nous ne ferons que ce avec quoi tu es à l'aise, » dit-elle doucement. « Tu as le contrôle à tout moment. Si tu dis non, nous arrêtons. C'est le plus important. » Lucas hocha la tête. Ces mots lui donnèrent de la sécurité. Il la suivit jusqu'à un immeuble discret dans un quartier calme. L'appartement était petit, mais aménagé avec goût. Rideaux sombres, lumière tamisée, une atmosphère d'intimité et de secret. Clara lui offrit à boire, du vin qu'elle sortit d'un placard. Ils parlèrent encore un moment. La conversation devint progressivement plus personnelle, plus directe. Clara commença à parler de son rôle de domina, de la philosophie qui le sous-tendait, de la responsabilité qu'elle portait. Elle expliqua que la vraie domination n'était pas la violence, mais le guide, le soin sous une autre forme. Lucas écouta, fasciné et nerveux. Puis, lentement, Clara commença à le toucher. Au début, de manière inoffensive, une main sur son bras, un effleurement de sa joue. Elle observa ses réactions avec l'exactitude d'un chirurgien testant ses limites. Lucas se surprit à se détendre, à s'abandonner à son guide. Les premières rencontres intimes furent prudentes, exploratoires. Clara initia Lucas aux pratiques BDSM de base, menottes avec des tissus doux, ordre léger, jeu de rôle. Elle établit un mot de sécurité, safe word, un signal pour que tout s'arrête immédiatement. Lucas se sentit en sécurité. Clara semblait expérimentée, contrôlée, responsable. Elle lui expliquait toujours ce qu'elle allait faire, obtenait son consentement, respectait ses limites. Mais ce que Lucas ne réalisa pas, c'est que Clara utilisait cette phase de prudence uniquement pour gagner sa confiance totale. Chaque session était un test. Clara observait jusqu'où elle pouvait aller, où se situaient les limites de Lucas, et surtout, comment il réagissait au franchissement de limites. Elle commença à faire de petites choses qui n'étaient pas convenues à l'avance. Une prise plus ferme, un coup plus douloureux, une situation qui durait plus longtemps que prévu. Chaque fois que Lucas hésitait ou montrait de l'inconfort, Clara le calmait immédiatement, s'excusait, l'assurait qu'elle ferait attention. Cette tactique de tester les limites, puis de reculer, rendit Lucas incertain de ce qui était normal et de ce qui ne l'était pas. Alors que Lucas s'enfonçait de plus en plus dans cette relation, Clara continuait de mener sa double vie avec une précision impressionnante. Julien Fontaine ne remarqua rien. Sa femme rentrait à l'heure, racontait sa journée au cabinet, préparait le dîner, regardait la télévision avec lui. Parfois, elle mentionnait qu'elle avait des formations continues le soir ou qu'elle rencontrait une amie. Julien n'avait aucune raison de douter. Clara avait toujours été fiable, leur mariage était stable, bien que sans éclat.
Les téléphones que Clara utilisait pour son existence parallèle étaient soigneusement cachés. Elle avait développé un système. Un téléphone restait dans l'appartement qu'elle avait loué pour Lucas. Un autre était dans son sac à main, mais seulement quand elle savait que Julien n'était pas là. À la maison, elle n'utilisait que son téléphone officiel, sur lequel aucune trace de ses autres activités n'était visible. Clara était méthodique, presque paranoïaque de prudence. Elle savait qu'une seule erreur pourrait faire s'effondrer toute sa vie. Au fil du début de l'été 2015, la relation entre Clara et Lucas s'intensifia. Ils se rencontraient désormais plusieurs fois par semaine, toujours dans le petit appartement. Lucas commença à organiser sa vie sociale entièrement autour de ces rencontres. Il annulait des quarts à l'hôpital lorsque Clara était disponible, ignorait les appels de sa mère, se retirait encore plus des quelques amis qui lui restaient. Clara encourageait subtilement cet isolement. Elle ne parlait jamais directement du fait qu'il devrait éviter les autres, mais elle fit comprendre que leur relation était spéciale, quelque chose que personne d'autre ne comprendrait. « La plupart des gens ne nous comprendraient pas », dit-elle un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé de l'appartement. « Ils nous jugeraient, diraient des choses qui te feraient du mal. C'est mieux si nous gardons cela pour nous, notre secret. » Lucas hocha la tête. Il ne voulait pas perdre Clara, et si le secret en était le prix, il était prêt à le payer. Mais chaque semaine qui passait, l'isolement devenait plus oppressant. Lucas n'avait personne à qui parler de ses sentiments, personne qui aurait pu le prévenir que quelque chose n'allait pas. Les sessions devinrent progressivement plus intenses. Clara commença à introduire des choses qui dépassaient clairement la zone de confort de Lucas. Elle parlait de pratiques plus dures, de la douleur comme chemin vers la transcendance, de la beauté de l'abandon complet. Lucas était déchiré. Une partie de lui était effrayée, sentait que quelque chose n'était pas normal. Mais une autre partie, la partie désespérée et solitaire, s'accrochait à Clara, à la connexion qu'elle offrait, au sentiment d'être utile. Clara exploita magistralement cette déchirure intérieure. Elle alternait entre des moments d'extrême dureté et des moments de tendresse attentionnée. Après une session particulièrement intense qui avait poussé Lucas à ses limites psychologiques et physiques, Clara était affectueuse, prenait soin de lui, le tenait, lui caressait les cheveux, lui murmurait à quel point elle était fière de lui. Ces montagnes russes émotionnelles déroutèrent complètement la psyché de Lucas. Il commença à croire que la douleur, la peur qu'il ressentait étaient nécessaires, faisaient partie d'un processus plus vaste que seule Clara comprenait. Il perdit progressivement la capacité de reconnaître où le consentement s'arrêtait et où la manipulation commençait. Mais au plus profond de lui, dans un coin de sa conscience qu'il essayait d'ignorer, une petite voix d'angoisse grandissait. L'intuition qu'il n'était plus libre, qu'il s'était empêtré dans quelque chose dont il ne pouvait plus s'échapper. Pourtant, chaque fois que cette voix devenait plus forte, il se souvenait des mots de Clara, de ses touchés, du sentiment de ne pas être seul. Et il resta, piégé dans un filet qui se resserrait sans cesse, tandis que la femme qui l'avait tissé attendait patiemment de révéler ses véritables intentions. L'escalade de la violence et la documentation. L'été 2015 marqua un tournant dans la relation entre Lucas et Clara. Ce qui avait commencé comme des rencontres exploratoires se transforma en quelque chose de nettement plus sombre. Clara commença à laisser tomber son masque, couche par couche, assez lentement pour que Lucas remarque à peine le changement, mais assez rapidement pour faire avancer ses véritables intentions. Par une chaude soirée de juillet, Lucas entra dans l'appartement et sentit immédiatement que quelque chose était différent. Clara était assise sur le canapé, un verre de vin rouge à la main. Son expression était froide, distante. Lucas s'assit prudemment à côté d'elle, incertain de ce qu'il devait dire. Elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes, laissant la tension monter dans la pièce. Puis, sans le regarder, elle commença à parler. « J'ai l'impression que tu ne me fais pas entièrement confiance, » dit-elle d'une voix calme. Le cœur de Lucas se serra. « Si, je te fais confiance, » répondit-il rapidement, presque désespérément. Clara se tourna vers lui,
son regard perçant. La confiance signifie s'abandonner complètement, sans réserve, sans limite. Es-tu prêt pour ça? Lucas hésita. À cet instant, il aurait pu dire non, aurait pu mettre fin à la relation. Mais la peur de perdre Clara, la peur d'être à nouveau seul, était submergente. « Oui, » murmura-t-il, « je suis prêt. » Clara sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un chasseur qui a acculé sa proie. Dans les semaines qui suivirent, les sessions escaladèrent dramatiquement. Clara introduisit des pratiques qui allaient bien au-delà de ce qui est considéré comme sûr dans la communauté BDSM. Elle utilisa des outils qui causaient de vraies blessures. Elle ignora de plus en plus le mot de sécurité qu'elle avait autrefois tant souligné. Lorsque Lucas le prononçait, elle s'arrêtait parfois, parfois non. « Tu dois apprendre à traverser la douleur, » disait-elle alors. « C'est la seule voie vers la vraie libération. » Lucas se trouva dans un état de confusion permanente. Les blessures que Clara lui infligeait étaient réelles, douloureuses, effrayantes. Pourtant, après chaque session, elle redevenait affectueuse, attentionnée, lui assurant que tout faisait partie d'un processus plus vaste. Elle lui apportait des pommades pour les plaies, le tenait, lui caressait les cheveux, lui murmurait à quel point elle était fière de lui. Ces alternances entre brutalité et tendresse brouillèrent complètement la psyché de Lucas. Il perdit la capacité de distinguer ce qui était amour et ce qui était abus. Clara commença également à documenter les sessions. Elle installa une petite caméra dans un coin de l'appartement, cachée derrière une étagère. Lucas ne la remarqua pas. Clara filmait leurs rencontres, photographiait Lucas dans des moments de vulnérabilité, collectait du matériel. Elle lui expliqua un jour qu'elle voulait prendre des photos de lui, pour le souvenir, comme elle disait. Lucas, dans sa confiance et sa dépendance, accepta. Il ne se doutait pas que ces images et vidéos joueraient plus tard un rôle crucial. L'isolement de Lucas était désormais presque complet. Il n'avait pas appelé sa mère depuis des semaines. À l'hôpital, sa performance se dégradait visiblement. Il arrivait souvent en retard, semblait absent, faisait des erreurs qui ne lui seraient jamais arrivées auparavant. Une collègue, Émilie Roussel, une jeune médecin avec qui Lucas s'était occasionnellement assis à la cantine, l'aborda un jour. « Lucas, ça va? Tu as l'air épuisé, » dit-elle inquiète. Lucas évita son regard. « Tout va bien, juste beaucoup de travail, » murmura-t-il et s'éloigna. Émilie le regarda partir, un mauvais pressentiment dans l'estomac. Elle avait remarqué le changement en lui, les cernes sous ses yeux, la manière dont il se retirait. Mais elle ne savait pas comment aider, et Lucas rendait clair qu'il ne voulait aucune aide. En réalité, Clara lui avait enjoint de ne parler de leur relation à personne. « Les gens ne te comprendraient pas, » avait-elle dit. « Ils essaieraient de nous séparer. » Pendant ce temps, Clara continuait sa double vie avec une normalité effrayante. Julien Fontaine n'avait toujours aucune idée. Sa femme était à l'heure au cabinet chaque matin, traitait ses patients professionnellement, rentrait à la maison le soir. Quand elle disait qu'elle devait régler des papiers ou rencontrer une collègue, il la croyait. Pourquoi pas? Dans sa perception, leur mariage était stable, bien que sans histoire. Il fonctionnait, et cela lui suffisait. Clara avait perfectionné son système. Elle utilisait l'appartement loué exclusivement pour ses rencontres avec Lucas. Les téléphones qu'elle utilisait pour ce monde parallèle étaient strictement séparés de sa vie normale. Elle avait même des sonneries différentes pour savoir quel téléphone demandait attention. Ses précautions étaient obsessives, mais c'est précisément cette obsession qui lui permettait de maintenir les deux mondes sans qu'ils ne s'entrechoquent. Le test final, en août, la relation atteignit un nouveau creux. Clara commença à intensifier la manipulation psychologique. Elle reprochait à Lucas de ne pas en donner assez, de ne pas faire assez confiance. Elle menaçait de le quitter s'il n'était pas prêt à aller plus loin. Lucas, désormais émotionnellement complètement dépendant d'elle, paniqua à l'idée de la perdre. « Je ferai tout,
supplia-t-il, dis-moi juste ce que tu veux. Clara lui parla de ses fantasmes les plus sombres. Des choses qui allaient bien au-delà du BDSM, des scénarios impliquant de vrais dommages, un vrai danger. Lucas était horrifié, mais en même temps incapable de s'y opposer. La manipulation de plusieurs mois avait érodé sa capacité à décider pour lui-même. Il avait oublié ce que c'était d'avoir sa propre voix, de fixer ses propres limites. Clara l'avait systématiquement brisé, et maintenant il était malléable, prêt à faire presque tout pour ne pas perdre son affection. Une nuit, après une session particulièrement brutale, Lucas resta seul dans l'appartement. Clara était partie, disant qu'elle devait rentrer chez elle, chez son mari. Un détail qu'elle avait caché pendant longtemps et qui avait frappé Lucas comme un coup de poing. Il était assis par terre, le dos contre le mur, des contusions sur les bras et les jambes, des larmes coulant sur son visage. À cet instant, il eut un moment de lucidité. « Que fais-je ici ?» Cette question résonna dans sa tête. Mais le moment passa aussi vite qu'il était venu. Son téléphone vibra. Un message de Clara. « Je pense à toi. Tu es si courageux. Je suis fier de toi. » Lucas fixa les mots. Fier. Elle était fière de lui. Cette simple affirmation, cette petite validation, suffit à étouffer le moment de clarté. Il écrivit en retour. « Merci. Je ferai mieux pour toi. » La spirale continua de descendre. Lucas commença à se perdre. Il reconnaissait à peine son propre reflet. La personne qu'il avait été, l'infirmier doux et empathique, semblait loin. À la place, il voyait un étranger, quelqu'un de brisé, dépendant, piégé. Mais il ne savait pas comment s'échapper. Clara tenait tous les fils et elle les tirait de plus en plus fort, méthodiquement, patiemment, avec la précision de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Dans les enregistrements de Clara sur les téléphones cachés, s'accumulaient des centaines de messages, des douzaines de photos, plusieurs vidéos. Elle documentait tout, obsessivement, comme si elle voulait rassembler la preuve de son pouvoir, la preuve de jusqu'où elle pouvait mener quelqu'un. Mais ce qu'elle n'avait pas envisagé, c'est que cette documentation deviendrait plus tard son propre piège. Les traces numériques qu'elle collectait si soigneusement ne seraient pas son triomphe à la fin, mais sa chute. La fin de l'été approchait. Les jours raccourcissaient, les nuits se rafraîchissaient. Lucas sentait que quelque chose changeait, que Clara travaillait à quelque chose. Ses messages devenaient plus intenses, plus exigeants. Elle parlait d'un test final, d'une ultime épreuve de valeur. Lucas avait peur, mais n'osa pas demander ce qu'elle voulait dire. Au fond de lui, il savait que ce test serait quelque chose dont il ne se remettrait pas. Mais il était trop profondément impliqué, trop dépendant, trop brisé pour trouver une issue. Le piège s'était complètement refermé. Lucas n'était plus libre. Il était le prisonnier de Clara Fontaine, lié psychologiquement, isolé du monde, incapable d'appeler à l'aide. Et Clara, la chasseuse, attendait patiemment le moment propice pour accomplir son plan, quel qu'il soit. Les ténèbres s'étaient abattues sur la vie de Lucas, et le chemin du retour vers la lumière semblait infiniment lointain. L'ultime piège. Début septembre 2015, Lucas reçut un message de Clara qui était différent de tous les précédents. Il était bref, presque professionnel. « Vendredi, 22 heures, sois prêt pour notre soirée la plus importante. N'apporte rien. Ne dis à personne où tu vas. » Lucas fixa les mots. Son estomac se contracta. Il savait que c'était le moment dont Clara avait parlé, le test final. Il aurait pu rester chez lui, éteindre son téléphone, rompre le contact. Mais l'idée de décevoir Clara, de la perdre, était insupportable. Les jours précédant vendredi passèrent dans un brouillard. Lucas travaillait machinalement, parlait à peine à quiconque, mangeait presque rien. Ses mains tremblaient constamment. La nuit précédant la rencontre, il resta éveillé dans son lit, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui lui était arrivé. Comment en était-il arrivé là? Quand avait-il cessé de décider pour lui-même? Mais ces questions ne menaient nulle part. Il était trop épuisé, trop confus, trop profondément empêtré dans le réseau de Clara. Le vendredi,
Lucas quitta son appartement vers 21h30. Les rues étaient silencieuses. Seuls quelques passants marchaient dans le froid automnal. Il prit le métro jusqu'au lieu de rendez-vous convenu. Cette fois, ce n'était pas l'appartement habituel, mais une adresse en périphérie qu'il ne connaissait pas. Clara lui avait envoyé des instructions détaillées. Un bâtiment industriel abandonné, destiné à la rénovation, mais actuellement vide. Les instincts de Lucas lui hurlaient de faire demi-tour, mais ses pieds le portaient en avant. Le bâtiment était sombre, faiblement éclairé, seulement par quelques lampadaires proches. Lucas trouva la porte latérale, indiquée déverrouillée. Il entra. Ses yeux mirent un moment à s'habituer à l'obscurité. L'odeur de poussière et d'humidité remplissait l'air. Il longea un couloir étroit, ses pas résonnant sur le sol en béton. Au bout du couloir, il vit de la lumière filtrer sous une porte. Il frappa doucement. « Entrez !» répondit la voix de Clara. Lucas ouvrit la porte et se figea. La pièce était différente de tout ce à quoi il s'attendait. Des chaînes pendaient du plafond, divers outils étaient disposés sur une table. Clara se tenait au milieu de la pièce, vêtue de noir. Son expression était froide, distante. Elle ne souriait pas. « Ferme la porte !» ordonna-t-elle. Lucas obéit.